Mesdames et messieurs, bienvenue dans Politicia, votre rendez-vous politique hebdomadaire qui vous fait vivre et revivre en fin de semaine l'actualité politique sur le continent. Dynamique plurielle, c'est le nom du nouveau mouvement politique qui a été porté sur les fonds baptismaux ce samedi 21 mai à Libreville au Gabon. Objectif, soutenir la candidature du président Ali Bongo pour la prochaine présidentielle. Quel impact réel et quels sont aujourd'hui les rapports de force politique au Gabon? Pour en parler, deux enseignants-chercheurs avec moi, Madame Laurence Ndong. Vous êtes enseignant-chercheur, auteur du livre Gabon, pourquoi j'accuse. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité une fois de plus. Je suis très honorée. Et Monsieur Steve Nzego Dieko, vous êtes enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo de Libreville. Vous occupez, et c'est important de le préciser, les fonctions de directeur général adjoint du bureau du centre d'études du Parti démocratique gabonais, PDG, le parti au pouvoir. Et vous êtes auteur du livre Ali Bongo Ondimba, un septennat en perspective. Bienvenue, Monsieur Dieko. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Togbe, de m'avoir invité à cette belle émission Politicia. Merci à vous. C'était donc le samedi 21 mai. Un mouvement a été créé au Gabon pour soutenir la candidature d'Ali Bongo à la présidentielle d'août 2016. Avant de parler de l'opportunité de la portée d'un tel mouvement, je vous propose de suivre ce reportage signé Douglas Ntoutoum. Il est notre correspondant à Libreville au Gabon. Lancé le 21 mai 2016 à Libreville, le mouvement dénommé Dynamique plurielle, composé des membres du Parti démocratique gabonais au pouvoir, des partis de l'opposition, ceux de la majorité et la société civile, entend soutenir la candidature du président sortant Ali Bongo Ondimba pour un nouveau mandat à la tête du Gabon. La mise sur pied de ce mouvement vise un seul intérêt, la réélection du président Ali Bongo Ondimba, dont le parti a perdu de nombreux cadres. Nous avons pensé à mettre en place cette plateforme parce que chacun travaillait un peu de son côté. Et il nous a paru utile de rassembler le mouvement et de faire en sorte que nous puissions porter le message de la réélection d'Ali Bongo Ondimba parce que nous croyons que ce qu'il fait pour le Gabon est positif. Alors le mouvement va descendre sur le terrain parce que ce sont des hommes et des femmes de talent qui vont aller à la rencontre de nos compatriotes dans les quartiers, dans les villages et peut-être à l'extérieur par groupe. On va constituer différents groupes qui vont être déployés à partir du 4 juin prochain. Ce mouvement politique qui intègre toutes les composantes de la société entend scruter les coins et recoins du pays dès le 4 juin 2016 pour atteindre son objectif, chacun usant de sa capacité de mobilisation. Mais pour les observateurs, rien n'est acquis à ce stade de la bataille politique. Je pense que ce mouvement qui se veut large, autour non plus nécessairement du chef de l'État, mais autour d'un ensemble d'idées, est un mouvement qui a l'ambition de réussir. Mais encore une fois, le paysage politique est un paysage marqué de beaucoup d'inconnus. Maintenant, la question de savoir si cela va réussir et si finalement l'obstacle que représente l'USP, cet obstacle sera surmonté. En 2009, Ali Bongo avait été élu avec 42% des suffrages. Pour 2016, le pouvoir s'organise pour faire élire son candidat à plus de 50%. Si le bilan du président sortant, Ali Bongo Ondimba, est positif pour certains et négatif pour d'autres, il n'en demeure pas moins que chaque bord politique s'organise pour mettre toutes les chances de son côté pour remporter l'élection d'août 2016. Madame, donc, Alain-Claude Bilibinze, le porte-parole du gouvernement, il est par ailleurs ministre de la Communication, qualifie de positif le bilan du président Ali Bongo. Dans votre livre « Gabon, pourquoi j'accuse », vous pensez que les 7 dernières années ont été un désastre politique pour votre pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi le Gabon vit en ce moment un désastre politique? Déjà, M. Bilibinze s'est exprimé dans cet élément que nous venons de regarder en tant que membre du Parti démocratique gabonais et en tant que membre du nouveau mouvement dynamique pluriel qui vient d'être mis en place. Donc c'est vrai qu'en même temps, il occupe ses postes dans le gouvernement, mais parfois il est bien de séparer l'homme d'État du partisan qui est derrière son candidat dans le cadre du parti politique. Alors moi, quand je regarde aujourd'hui le paysage politique du Gabon et surtout les aspects économiques, les aspects de la vie de tous les jours,
je me rends compte que pour moi, le président Ali Bongo n'a pas tenu ses promesses. Aujourd'hui, on est quasiment dans le statu quo. Il y a énormément de grèves. On va me dire qu'en France aussi, il y a des grèves, mais ce ne sont pas forcément pour les mêmes raisons. Quand vous parlez de statu quo, vous parlez de quoi précisément? Je parle des blocages qu'on a dans l'éducation, dans les écoles, dans les universités. Il n'y a pas eu une seule année académique qui se soit déroulée correctement depuis plusieurs années. Il y a des grèves à répétition. Les années scolaires sont escamotées. Il y a à chaque fois des grèves des élèves. Les franchises études scolaires et universitaires n'ont pas été respectées puisque l'armée est allée jusque dans les établissements pour mater des mouvements. Ça, c'est l'année dernière, au cours des tensions sociales qu'il y a eu dans votre pays. Oui, c'est arrivé que... D'accord. Et vous résumez le septennat. Et même cette année, je ne résume pas le septennat que là. Je ne résume pas le septennat. Tout au long du septennat, d'après je le dis dans mon livre, on en fait le constat, il y a eu un problème dans le choix des priorités. Parce que, pour moi, quand on est dans un pays comme le Gabon, où les besoins primaires des populations ne sont pas satisfaits, où on a promis des logements sociaux parce que c'est un besoin véritable et on n'a pas tenu cette promesse. Quand on regarde... Pas totalement, mais sinon des logements sociaux ont été livrés il y a quelques semaines. Pas les 35 000 prévus. Oui, bien entendu, pas les 35 000. Très pas bien, les 35 000 prévus. Et il faut dire que les logements sociaux ont été livrés quasiment la dernière année du septennat. D'accord. Vous pensez que... Alors qu'il y avait un certain nombre qui devait être mis en place par an. C'est à la dernière année du septennat qu'on a 800 logements sociaux par-ci, 1000 par-là. On n'est pas dans le climat. On reviendra en détail sur les différents éléments qui, selon vous, signent l'échec du président Ali Bongo. Monsieur Dieko, dans votre livre Ali Bongo Ondimba, un septennat en perspective, pour vous, la vie est rose ici. Je voudrais déjà saluer ma compatriote, Madame Don. Je voudrais dire et être en désaccord. Vous plaidez pour un second septennat pour le président Ali Bongo. Permettez-moi d'abord de répondre à Madame Don sur l'argumentaire qu'elle viendrait à peine de développer. Déjà, je m'inscris en total désaccord des propos qu'elle vient à peine de prononcer. C'est assez réducteur, n'est-ce pas, d'essayer de canaliser ou du moins de réduire le septennat d'Ali Bongo Ondimba au niveau des grèves. Il faut que l'on se souvienne, mais l'honnêteté intellectuelle, n'est-ce pas, si vous voulez, nous permet de nous rappeler... Mais les grèves sont aussi une illustration d'une insatisfaction sociale, hein, je veux dire aussi que nous avons... il faut retenir, il faut que nous nous rappelions d'abord dans quelles conditions. En 2009, le président Ali Bongo Ondimba, n'est-ce pas, prend le pouvoir. Nous sommes économiquement dans ce qu'on appelle, pour les économistes, nous sommes dans une situation de récession économique. Nous sommes à peu près à 1,8 ou 4% de taux de croissance. Alors, donc, ça veut dire que le président actuel a dû faire des efforts considérables pour ramener, n'est-ce pas, une certaine sérénité sur le plan économique. Et ce qui a naturellement boosté notre économie. Entre-temps, la situation s'est améliorée aussi au plan international. On n'est pas resté dans la crise financière, dans la crise économique de 2009 à 2016. Mais je veux dire, c'est un élément... C'est un élément aussi que le contexte mondial a évolué aussi positivement. Mais je veux dire que c'est un élément primordial qui était nécessaire quand même de rappeler. Ensuite, elle rappelle la grève. Moi, j'ai la chance de pouvoir vivre au Gabon. Et effectivement, on peut reconnaître qu'il y a quelques situations au niveau de l'université. On a même déploré la mort d'un... Il y a quelques situations au niveau de l'université, mais je veux dire, entre 2009 et 2016, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sous le magistère du président de la République. Je prends pour exemple... Nous avons, dans le cadre des réformes engagées du président de la République, notamment le nouveau système de rémunération, qui est une révélation même qui peut être couronnée comme l'une des actions emblématiques du président de la République, le nouveau système de rémunération et de la gestion de l'argent de l'État, qui a vu rehausser, n'est-ce pas, les dépenses de l'État à près de 30%. Mais qu'est-ce que cela a visé aujourd'hui? Alors, il faut préciser, quand vous parlez de système de rémunération, vous faites sans doute allusion à l'augmentation de sans doute près de 30% pour les quelques 82 000 fonctionnaires gabonais. Monsieur Togbé, c'est pas rien. Oui, bien entendu. C'est pas rien dans le contexte actuel. Lorsque, en plus, avant le nouveau système de rémunération, il faut rappeler que le SMIC, qui était à 80 000 francs CFA, est passé de 150 000 francs.
Ça, ce sont ce que j'appelle des réalités, des choses que les Gabonais vivent. Et cette ce nouveau système de rémunération a permis naturellement d'améliorer les conditions de vie des Gabonais. Donc, je veux dire, je comprends, parce qu'on est dans une stratégie de pouvoir présenter, d'assombrer, n'est-ce pas, le tableau du chef de l'État, mais en même temps, il faut avouer qu'il y a... aussi un constat. Oui, mais je veux dire que il y a des choses qui ont été faites. Oui. Je le rappelle d'ailleurs dans mon ouvrage, sur le plan politique, beaucoup n'en parlent pas. Nous avons l'introduction, n'est-ce pas, de la biométrie dans notre processus électoral. Avant d'arriver à la biométrie, puisque vous parlez de la situation au plan politique, il y a une évidence aujourd'hui, c'est que politiquement c'est tendu dans votre pays. D'abord avec les nombreux départs des brontosaures, de quelques brontosaures du PDG du parti présidentiel, et puis les exclusions aussi. Donc le PDG connaît aujourd'hui une saignée politique qui est remarquable et qui reconfigure le paysage politique gabonais. Je ne pense pas. Mais ça traduit une crise aussi du secteur. Je ne pense pas que c'est un mouvement nouveau pour le parti au pouvoir. Il suffit de l'interroger. Dans les années 1990, nous étions dans une situation similaire où on a enregistré, le parti au pouvoir a enregistré, n'est-ce pas, un certain nombre de démissions ou de dissidences. Alors, la question fondamentale pour moi, et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que ces dissidences, ces divisions pourront naturellement permettre au chef de l'État d'être réélu. Mais elle fait appel à une autre question, celle que vous posez en attendant de venir à vous. À quel besoin répond la création de ce mouvement dynamique pluriel à laquel nous avons assisté je crois que l'élément qui venait à peine de passer a été explicite. Oui. Comparativement à d'autres mouvements, ce mouvement dynamique pluriel essaie de regrouper un certain nombre de partis politiques au-delà du parti au pouvoir. Et on l'a bien vu, puisque ça regroupe les partis de l'opposition, de la société civile et naturellement d'autres sympathisants du président de la République. Donc je pense que c'est un mouvement qui vient contribuer justement à cette dynamique autour du président de la République pour son élection. Ce n'est pas pour colmater des brèches. Je ne pense pas, puisque les missions sont clairement définies et je pense tout simplement cela va permettre de dynamiser autour du chef de l'État pour son élection. Je précise effectivement que vous justifiez dans ce livre Ali Bongo Ondimba, un septennat en perspective. Vous donnez dans ce livre les raisons pour lesquelles vous pensez que le président Ali Bongo doit briguer un second mandat. Mais on reviendra tout à l'heure sur la question économique et sociale. Madame, donc, dans Gabon, pourquoi j'accuse, vous dénoncez ce que vous appelez l'enrichissement rapide et sans effort. Vous pensez que dans votre pays aujourd'hui, l'élite politique s'enrichit un peu trop rapidement et sans faire grand-chose? C'est ce à quoi le Parti démocratique gabonais nous a habitués depuis 50 ans, depuis les 50 ans qu'il est au pouvoir. Tout à l'heure, on parlait du SMIC au Gabon qui était de 80 000 francs CFA. Je tiens à rappeler quand même que 80 000 francs CFA, c'est 120 €. Et que déjà, ce SMIC est déjà, on ne peut plus dérisoire. Oui, mais la baguette ne coûte pas 1 euro. Oui, je sais, mais quand on ramène ce SMIC à la richesse du pays et au nombre de fonctionnaires, on est déjà largement en dessous de ce que les Gabonais pourraient percevoir ou auraient pu percevoir depuis lors. Donc, s'il vous plaît. Monsieur, vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu, je vous ai écouté patiemment. Donc, j'aimerais qu'il en soit de même. Merci. Voilà, donc quand on augmente ça de 30%, il ne faut pas qu'on veuille croire qu'on a fait des miracles. Le Gabon était en récession en 2009. Je signale qu'en 2009, ça faisait quand même 42 ans déjà que le Gabon était toujours dirigé par le Parti démocratique gabonais et par le père de l'actuel président. Donc c'est lui, le PDG. C'est toujours le PDG. Donc la récession, il est comptable, il est responsable de la situation du SMIC qui était à 80 000 à 120 €. Le PDG est responsable de la récession qu'il y avait en 2009. Et ensuite, quand on nous parle de croissance, cette croissance, les Gabonais ne la voient pas dans leur assiette. Les Gabonais ne la voient pas dans leur quotidien. Et il faut dire que certaines mesures ont été prises. On dit aujourd'hui, les économistes, ceux qui font des analyses, notamment notre compatriote Maïs Moussi, que je salue pour ses brillantes analyses qu'il met à notre disposition, nous qui ne sommes pas économistes, on voit bien qu'aujourd'hui, Ali Bongo n'a réalisé que 30% des engagements qu'il avait pris. Et d'ailleurs, très récemment, la BAD
a cessé son financement parce qu'elle estimait que les réalisations n'étaient pas à la hauteur, étaient nettement en dessous de ceux qui avaient déjà été financés. Donc, vous dénoncez l'enrichissement rapide. Quand je dénonce l'enrichissement rapide, et sans effort. Je vais vous prendre un exemple. Et vous pensez que c'est le PDG qui, effectivement, a habitué les Gabonais. Le PDG dirige... Mais pourquoi ils sont en train de partir alors du PDG s'ils s'enrichissent aussi facilement? Je vous prends un exemple. Oui, je vous prends un exemple simple. À chaque fois qu'un membre influent du Parti démocratique gabonais a quitté le parti, qu'est-ce qu'on lui a reproché? Détournement de fonds. Monsieur Mabiala, quand ils ont mis en place le courant héritage et modernité et qu'ils ont élevé cette fronde au sein du parti, il a fait 5 mois de prison. On l'accusait d'avoir détourné des milliards. Oui, mais après, d'autres sont partis sans pour autant être... Excusez-moi, mais quelqu'un ne détourne pas des milliards en un mois. Donc, si on l'accuse d'avoir détourné autant, c'est peut-être qu'il le faisait déjà, mais qu'on n'en parlait pas. Bon, donc, c'est une façon de voir. Mais aujourd'hui, on ne peut pas douter, quand on voit certaines dépenses, quand on veut me faire croire que rien que les repas pour la fête de l'indépendance de l'année dernière ont coûté 1,2 milliard. Il y a quand même un problème. Donc, et moi, ce que j'ai vu pratiquer... 1,2 milliard rien que pour les repas de la fête de l'indépendance de 2015. Pour fêter l'indépendance, M. Dieko, ça ne vous paraît pas... Écoutez, ça n'engage que Madame Don, parce que ce qui est extraordinaire, et j'ai eu quand même la chance de parcourir son ouvrage, elle rappelle, elle annonce un certain nombre de chiffres sans avoir la preuve de ces allégations ou de ces informations. Donc moi, je pense... Mais non, ce chiffre est fantaisiste, selon vous. C'est assez grossir le trait. Bon, c'est grossier, d'accord. Je ne pense pas que... La question de la bonne gouvernance, parce qu'au-delà de la question de l'enrichissement rapide et sans effort que Madame est en train de dénoncer ici dans son livre, se pose la question globale de la gouvernance, de la bonne gouvernance au Gabon. Aujourd'hui, vous pensez que... quel est aujourd'hui votre avis sur la question ? Mais mon avis, et puisque je pense que c'est une des questions que j'évoque dans mon ouvrage, la bonne gouvernance repose sur quoi en réalité, monsieur Togbé? Mais c'est justement la gestion... Une utilisation rationnelle des ressources publiques. Voilà. Et elle a certainement... Elle a rappelé un certain nombre de faits qui ne sont pas justes, parce qu'en réalité, le pays actuellement... depuis 2009 en 2016, nous observons effectivement un certain nombre d'efforts qui ont été fournis par le gouvernement de la République. Et je l'ai énoncé d'ailleurs tout à l'heure dans mon propos liminaire sur le taux de croissance qui ont été aussi autour de 5-6%. Depuis... Même si pour cette année, on va être autour de 3% au regard de la situation internationale qui secoue notre pays. Et donc, je pense tout sincèrement qu'il y a eu des efforts au niveau de la gouvernance, il y a eu des investissements importants, ça aussi il faut le dire, qui ont été faits. 4 milliards de dollars d'investissements étrangers, effectivement, mais c'est plus étranger que d'investissement, puisque la dette intérieure du Gabon reste encore énorme. Mais ça, c'est une autre question, on reviendra là-dessus. Donc, côté gouvernance, vous trouvez aujourd'hui que... Mais il y a un élément que vous dites dans votre livre, du moins celui qui vous a préfacé, et j'imagine que vous faites vôtre. Et ces propos, Adoubé, je le lis, monsieur... Alain Saenz, adoubé par le Parti démocratique gabonais, Ali Bongo Ondimba, au soir du scrutin, devrait logiquement l'emporter et s'imposer désormais comme le président naturel de la République du Gabon. Vous voulez que je relise ? Adoubé par le Parti démocratique gabonais, Ali Bongo Ondimba, au soir du scrutin, devrait logiquement l'emporter et s'imposer désormais comme le président naturel de la République du Gabon. Pourquoi il écrit le collègue quelque chose comme ça dans un livre que vous présentez comme le fruit d'un travail, d'une recherche scientifique? Mais le docteur Alain Saenz donne un point de vue, mais ne soyez pas excessif avec lui. Je pense tout simplement qu'il a voulu... Gabonais dans ce qu'il dit. Non, mais je vous dis... C'est eux qui ont la souveraineté du choix. Non, mais je vous dis, devrait. Donc, il y a dans ce propos assez nuancé. Et je ne pense pas qu'à travers cette postface, la responsabilité du choix de vote revient naturellement aux Gabonais. Donc, ne soyez pas excessif avec le postfacier.
Oui, madame, donc. Alors, je voudrais, quand il parle des chiffres dans mon livre qui ne sont pas vérifiés, je pense que nous sommes tous les deux chercheurs. Dans mon livre, il y a une bibliographie. Les chiffres que je donne, ils viennent de l'enquête démographique et de santé réalisée au Gabon en 2012. Donc, j'ai pris des chiffres officiels. Les chiffres que je donne viennent du rapport sur la croissance et l'emploi réalisé par la Banque mondiale sur le Gabon en 2013. Je cite la stratégie de développement humain du Gabon qui a été demandé par le président de la République et qui lui a été livré en décembre, je pense, 2014. Ah, ça, par contre, madame, excusez-moi, ça, par contre, le rapport du PNUD place votre pays, le Gabon, au 2e rang dans la sous-région, quand même. Hein. En Afrique, au sud du Sahara. Ça dépend de quel indicateur social on prend. C'est ça le problème. Ça dépend de quel indicateur social. Les indicateurs sociaux les indicateurs sur lesquels dont je parle, quand je parle du taux de redoublement qui est le plus élevé au monde, il vient du rapport de la Banque mondiale. Donc, je ne vois pas comment je peux aller revérifier le rapport de la Banque mondiale. Quand je dis que sur 100 filles qui rentrent au CP ou 100 garçons qui entrent au CP, seules 16 filles atteignent ou achèvent le supérieur et 20 pour les garçons. C'est l'enquête démographique et de santé du Gabon de 2012 qui le dit. Donc, les chiffres que je cite dans mon livre sont des chiffres qui s'appuient sur des rapports qui ont été validés, soit par les instances internationales, soit par le Gabon lui-même. Donc, il n'y a pas un chiffre qui a été pensez que inventé votre pays, de ce point de vue, a régressé. Voilà. Donc, il y a des points sur lesquels le pays a régressé. Je prends un exemple simple. Quand on a 18,5% de réussite au bac en 2015, on ne va pas me dire que c'est une avancée. Ce n'est pas du tout une avancée. On ne peut pas avoir un tel rendement du système éducatif gabonais 55 ans après les indépendances, 60 ans après les indépendances et après 50 ans de pouvoir PDG. Quand moi je fais des enquêtes, que je vais dans des salles de classe, comme vous êtes enseignant. On a un enseignant. On a la chance d'avoir un enseignant. Je vais terminer. Lorsque je vais dans les salles de classe, au lycée, au collège, à Libreville, à Port-Gentil, et qu'ils sont 109, je parle de décembre 2015, qu'ils sont 100 dans des salles de classe, au collège, au lycée, à l'école primaire, 7 ans après qu'Ali soit venu au pouvoir et 50 ans après que le PDG ait dirigé, Monsieur Diéko, de ce point de vue, très rapidement, par rapport à la question éducative et par rapport à la question enseignante, vous êtes enseignant, quel regard portez-vous aujourd'hui? 18% de réussite au bac, vous qui enseignez à l'université Omar Bongo de Libreville, est-ce que effectivement l'enseignement a régressé, la qualité de l'enseignement a régressé dans votre pays? Donc vous êtes satisfait de 18% de taux de réussite? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis pas qu'il y a, je dis il y a des efforts qui ont été faits et qu'il devrait davantage être faits justement pour essayer, n'est-ce pas, d'essayer de relever, n'est-ce pas, le niveau d'éducation dans notre pays. Mais je pense tout sincèrement que le gouvernement de la République essaye de tout faire, justement, pour répondre à ces revendications. Alors, nous parlons de... Excusez-moi de prendre la parole comme ça. Nous parlons de bonne gouvernance. Il nous a parlé de la croissance du Gabon, parce que le Gabon est en récession, il y a eu la croissance. Ce qu'on ne nous dit pas souvent, c'est que aussi, quand le président Ali Bongo arrive en 2009, en 2008, le président Bongo Père avait remboursé 80% de la dette gabonaise au Club de Paris. Donc, la dette du Gabon s'élevait à peine à 1000 milliards de francs CFA. Mais nous étions en pleine crise financière. Voilà, nous étions en pleine crise. Mais quand même, la dette est remboursée. Donc, le président Ali Bongo hérite d'un pays qui est très, très peu endetté. Mais en 6 ans, il faut signaler aussi que la dette du Gabon a quand même triplé. Aujourd'hui, le Gabon est endetté à 42% de son PIB. L'investissement public, madame, aussi, a augmenté. L'investissement public pas comme il aurait dû, parce que quand on met... notamment la construction d'infrastructures, dois citer lesquelles ici. On va revenir peut-être sur ces infrastructures. Je peux citer le pont de la Banou, par exemple, qui est quand même quelque chose. L'as routier, Port-Gentil, Omboué. Oui. Il y a beaucoup d'autres. Le challenge sportif aussi. Sauf que, on a fait beaucoup de divertissements, ça on sait, il y a eu beaucoup de matchs de football et de stade. Sauf que ce qui est contradictoire dans ça, vous savez, on parle de bonne gouvernance. Vous venez de nous définir la bonne gouvernance comme l'utilisation rationnelle des ressources. Voilà ce qu'on reproche. Le problème, voilà, c'est un problème d'utilisation rationnelle des ressources. C'est une question de priorisation des priorités. Exactement. On a fait la route Port-Gentil-Omboué, je suis contente. Mais quand vous êtes à l'intérieur de Port-Gentil, vous ne pouvez pas circuler
en voiture. Il y a des endroits, les routes sont abîmées à un point pas possible. C'est pareil à Libreville. Je vous mets au défi, vous allez à Libreville, à Nzengayon, il y a des endroits, il y a des quartiers dans Libreville où les voitures s'embourbent encore, où les populations s'inondent. Donc, quand on veut gérer les ressources de façon rationnelle, je pense que tous les économistes sont d'accord. On commence par les besoins primaires des populations avant d'aller vers le divertissement. Écoutez, on l'aura compris, vous êtes divisé sur la question du bilan du président Ali Bongo des 7 dernières années. Pour vous, Monsieur Dieko, les conditions sont réunies pour que le président Ali Bongo brigue un second mandat. C'est d'ailleurs ce que vous souhaitez vivement dans ce livre, Ali Bongo Ondimba, un septennat en perspective. Vous êtes très optimiste et vous magnifiez ici le bilan du président Ali Bongo. Très bien, écoutez, on verra bien ce que les Gabonais décideront très prochainement, puisque l'élection est prévue pour le mois d'août ou septembre probablement. Vous dénoncez ici la politique du ventre, mais l'expression, peu importe. L'expression est de François Bayard, exactement, que je cite dans mon ouvrage. Exactement, vous dénoncez entre autres l'enrichissement rapide et sans effort. Oui. Dans tous les cas, encore une fois, les Gabonais ont la souveraineté du choix. Je ne pense pas que les Gabonais auront véritablement la souveraineté parce que Non, il y a une contradiction. Pourquoi parce vous que dites ça? Je le dis parce que nous avons, par rapport à l'élection présidentielle, les conditions ne sont pas réunies pour que nous ayons une élection transparente, démocratique. Les conditions ne sont pas réunies, dites-vous. Parce qu'il a été élu en 2009, mais pas comme on l'entend. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Manuel Valls. Donc il faut qu'on respecte vraiment la souveraineté des Gabonais en leur permettant d'élire un une seconde très rapidement, parce que malheureusement, le temps est très court. Si je peux me permettre. Les conditions ne seraient pas réunies pour une élection transparente prochainement au Gabon. C'est une autre question. On reviendra sur cette problématique-là dans d'autres émissions. Une seconde, très rapidement. Pour ma part, les conditions d'une élection transparente sont réunies. D'autant plus que dans le cadre de la CENAP, dans le cadre de l'organisation des élections, toutes les parties prenantes sont justement intégrées. Écoutez, Monsieur Steve Nzego Dieko, merci infiniment à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo de Libreville, auteur du livre Ali Bongo Ondimba, un septennat en perspective. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et Madame Laurence Ndong, vous accusez tout le monde, y compris le PDG. Vous dénoncez le désastre politique dans votre pays. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à Mesdames et messieurs, nous marquons une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième et dernière partie de notre émission consacrée au pourparlers d'Arusha concernant la situation politique au Burundi. À tout de suite.